Alors, suite de la correction des exercices sur les fluides, donc nous étions restés au 25. Alors là, ça commence sérieusement à se compliquer là. Alors celui-là encore, ça va à peu près. Mais il y en a quelques-uns en suivant, vous allez voir, ils sont assez difficiles, voire très difficiles. Alors après une chute de neige importante sur une piste non damée, donc non damée, poudreuse, un snowboarder de masse 80 kg décide de surfer. Voilà, la planche a une certaine longueur, une certaine largeur, donc ça nous permettra de calculer la surface et la masse de son snowboard. Voilà, est aussi donnée. Au cours de la session, il tombe des choses, on constate qu'il s'enfonce alors dans la neige considérablement plus qu'avec son snowboard. C'est ce que je vous ai expliqué là. On a fait le cours sur ça. Alors, on va expliquer ça en prenant des valeurs objectives, c'est-à-dire en faisant des calculs. Alors, donc, plusieurs questions. Premièrement, on considère que la valeur de la force pressante exercée par le système sur la neige est égale à son poids. Le poids du système snowboarder plus snowboard. Voilà. Donc, la force pressante qu'il va exercer sur la neige, c'est son poids. Je ne sais pas si ça vous paraît assez évident. Alors, attention, dans cette situation-là. Hein. Calculer la valeur de cette force avec le snowboarder équipé, lorsqu'il est équipé, donc c'est-à-dire snowboard plus snowboarder. Donc là, il faut calculer le poids pour déterminer la force pressante, le poids du système. Donc masse fois petit g, intensité de la pesanteur, champ de pesanteur, petit g. Donc la masse des deux fois petit g, donc ça nous donne la force, le poids, donc la force pressante. Ensuite, un petit b. C'est pas du tout ça. Calculer la valeur de cette force, ce que snowboarder est écrit, ça c'est bon. Quelle serait la pression d'un fluide qui exercerait la même force pressante sur la même surface de neige? Voilà, pour faire une équivalence entre fluide et cette situation-là. Donc pression force sur surface, force pressante sur surface. La force pressante, on l'a calculé juste avant. La surface, c'est quoi? La surface du snowboard, là, il est sur son snowboard, donc c'est la longueur fois la largeur de la planche. Attention en mètres carrés. Donc si vous mettez grand L et petit L en mètres, vous avez la surface en mètres carrés. Ok. Il vaut mieux faire comme ça, d'abord convertir grand L et petit L pour avoir directement en mètres carrés. Si vous calculez d'abord des centimètres carrés pour convertir en mètres carrés, c'est, je pense, un peu plus difficile. Donc force pressante sur surface, vous avez la pression, attention en pascal. Dans ce que je disais la dernière fois, attention, là, j'ai utilisé un P différent. Là. Un P différent pour la pression, pour ne pas confondre avec le poids, parce que là, dans cet exercice-là, on a la pression et le poids. Donc j'ai utilisé ce P comme ça pour la pression et ce P comme ça pour le poids. Attention, ça peut être un petit élément qui pose problème si on n'est pas attentif. Hein. Deuxième cas, il y a des choses. Répondre à la même question lorsque le snowboarder a déchaussé, on considère une surface de pied, voilà, il est sur sous-entendu sur un pied. Donc la force pressante, c'est quoi? La force pressante, c'est le poids le poids de la personne, du snowboarder. Alors sans sa planche du coup. Bon, le raisonnement ne changerait pas grand-chose si vous tiendrez compte de la masse du snowboard, mais bon, dans toute rigueur, là, comme il a déchaussé, il est plus sur son snowboard, donc forcément, c'est que le poids du snowboarder. La pression dans ce cas-là, qu'il exerce sur un pied, c'est la force pressante, c'est-à-dire son poids sur la surface du pied. Surface qui est beaucoup plus petite, donc de l'ordre. Alors ça fait quoi? Ça fait 2,70 fois 10 puissance moins 2 mètres carrés. Bon, beaucoup plus petite en tout cas, que la surface du snowboard. Donc surface plus petite, pression plus grande. Voilà, c'est à peu près la même force présente. À peu près la même force pressante. Et par contre, surface plus petite, donc ça entraîne une pression plus grande. Une pression 16 fois plus grande si on fait un calcul précis, en faisant le rapport des deux pressions. Donc, il s'enfonce. La pression plus importante, son pied va donc s'enfoncer dans la neige, alors que là, on peut voir ça comme la surface, avec son snowboard, la surface est plus grande, il a une plus grande portance en fait. Donc il va répartir son poids sur une plus grande surface, donc il ne va pas s'enfoncer. C'est ça l'idée. J'avais pris l'exemple aussi du talon aiguille. Donc un talon aiguille sur quelqu'un qui marche en talon aiguille,
Ou avec des chaussures normales où le poids est réparti sur une plus grande surface, avec un talon aiguille, le poids est sur une surface très, très faible, ça peut endommager, ça peut faire des petites marques sur le plancher s'il est assez fragile. Donc c'est la même idée ici. Le 26. Alors le 26 c'est sur... donc vous avez vu, il y a deux lois importantes, hein, sur les gaz et sur la loi de Mario, donc, et sur l'hydrostatique des fluides, donc sur les liquides incompressibles. Alors déjà, c'est bien de savoir de quoi on parle. Donc là, en fait, donc on en reparle de la profondeur des Mariannes, de la fosse des Mariannes dont je vous avais parlé la dernière fois, donc il y a 11 033 mètres de profondeur. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Elle a été découverte en 1875. Et en 2010, voilà. Donc en 2010, mini sous-marin a atteint 10 898 mètres de profondeur, donc pas tout à fait au fond de la fosse des Mariannes. Et on dit bien dans l'énoncé qu'on repère un axe OZ orienté vers le haut, dont l'origine est la surface de l'eau. Tout ce qu'on va dire n'a un sens que si l'axe OZ est orienté vers le haut, c'est ce que je vous ai expliqué. Exprimer la différence de pression entre la surface et une profondeur Z1 à partir de la loi fondamentale de la statique des fluides, dont on donne l'expression PB moins PA égale ρ fois G fois ZA moins ZB. Encore une fois, là, c'est en ρ là. Alors PB moins PA, ρ égale ρ fois G fois ZA moins ZB. Donc cette formule vous est donnée. Ça vous sera toujours donné. Alors, schéma explicatif toujours. Axe vers le haut, super important. Surface de l'eau repérée. La surface est pour la valeur 0, la coordonnée verticale. J'utiliserai plutôt le terme coordonnée verticale que altitude. Voilà, parce qu'une altitude, ça fait référence à une valeur qui est toujours positive. Là, cette coordonnée peut être négative. Alors, attention, Z peut être négatif. Alors que l'altitude, intuitivement, elle ne peut pas être négative. Là, ici, on parle bien dans le raisonnement d'une coordonnée. Alors attention, parce que là, il y a un gros piège dans l'énoncé. On nous dit dans l'énoncé, enfin un piège, que la profondeur Z1, donc en fait, on nous parle de profondeur, donc une valeur positive, mais ils utilisent quand même le petit z là. Alors ça, c'est malvenu. C'est malvenu parce que ça va vous induire en erreur, vous allez voir pourquoi. À mon avis, il y aura des questions sur ça. Donc, en fait, le z, il est négatif. Le z, il est négatif parce que là, regardez, le zb, là, il est à moins 10 000. La valeur de zb, c'est moins 10 898 mètres. C'est cette valeur qu'il faudra considérer dans l'exercice. La coordonnée verticale vaut moins 10 898 mètres. Sauf qu'on nous dit dans l'énoncé que Z1 vaut 10 800, plus 10 898 mètres. Parce que justement, Z1, il parle de profondeur, donc positif. Alors que la coordonnée verticale, elle est forcément négative puisqu'elle est en dessous du niveau 0 de la référence de l'axe des Z. Je ne sais pas si je suis très clair là. J'essaie de répéter un peu différemment. Le Z1 là, il nous balance un Z1 de plus 10 898 mètres. Alors ça suppose qu'il y a, vous avez lu l'énoncé, vous l'avez cherché, vous l'avez travaillé. Hein. Parce que si vous regardez, vous contentez, je me répète, hein, je dis ça dans une autre vidéo, mais si vous vous contentez de lire la correction et de regarder la vidéo, ça ne vaut rien. Hein. Ça vaut rien. Il faut travailler l'exercice avant. Hein. Oui, on nous dit que le Z1, c'est la profondeur, plus 10 898 mètres. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est la coordonnée de la coordonnée ici, là, qui vaut moins quelque chose, moins 10 898 mètres. Alors là, l'ambiguïté, c'est qu'il l'appelle Z. C'est ça l'ambiguïté. Ils n'auraient pas dû l'appeler Z, ils auraient dû se contenter. Ils auraient dû appeler ça P, profondeur P 10 898 mètres. Alors là, il n'y aurait pas eu de souci. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est Z au point B. Moins 10 898 mètres, il n'y aurait pas eu d'ambiguïté. Bon, bref. Donc, ce qu'il faut utiliser,
c'est la loi fondamentale de la statique des fluides, à condition d'être dans les conditions d'application. Fluide au repos, on peut considérer que c'est bon. Incompressible, c'est un liquide, c'est de l'eau, bon, on peut considérer que c'est bon aussi. La pression au point B, bon, la pression au point A. Donc en fait, le point B, il est là, et le point A, il est là. Là, c'est l'air ici. Là, c'est l'eau. Donc PB moins PA égale. Alors, on est dans le fluide. Hein. Le point, il est à la limite, mais il est dans le fluide. Deux pressions. La pression de deux points qui sont dans un même fluide voilà, est reliée à la masse volumique, petit g, et à l'altitude de ces deux points. La différence de pression PB moins PA de deux points dans le fluide, dans le même fluide, est égale à ρ fois petit g, fois la différence des altitudes de ces deux points. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, si on retient ça, on n'a rien retenu parce qu'en fait, là, il faut l'appliquer. La pression au point B, en fait, il appelle P1. La pression au point A, c'est la pression atmosphérique. Pourquoi? Parce que le point A, il est à cheval, enfin, il est à la limite entre l'air et l'eau. Donc, la pression de l'eau au point A, c'est la pression de l'air, en fait. Bon, c'est peut-être pas hyper évident pour vous, mais ça, faudra vous la mettiez sinon. Là, alors, côté gauche, côté droit, pardon. Rho de l'eau fois G, hein, je suis dans le même fluide, je suis dans l'eau. Rho de l'eau fois G, fois, alors attention, ZA, l'altitude du point A, 0. 0. Et attention, ZB, il vaut moins Z1. Le Z1 qui vaut plus 10 000, 898 mètres. Voilà, il y a une histoire de signe encore ici. Hein. On nous demande d'exprimer P1 en fonction de Z1, donc c'est pour ça. Je suis obligé de faire référence à Z1 du texte dans l'expression, parce qu'on me demande d'exprimer P1 en fonction de Z1. Sauf que Z1, c'est pas la coordonnée des Z, c'est là où c'est mal choisi, la notation du texte. Donc ZA 0, ZB moins Z1, donc moins ZB plus Z1. Voilà, pour regarder autant de fois que vous voulez la vidéo. Bon, vous simplifiez un petit peu tout ça. Donc il reste ça, il reste au final ça. La pression P1, c'est celle du point B en fait. Hein. Voilà. Pression au point B, qu'on appelle aussi P1. Alors, est-ce que c'est logique? La pression au point B, c'est la pression atmosphérique plus quelque chose, plus ρ fois G fois Z1. C'est-à-dire plus cette hauteur de liquide. Et la pression dans l'eau est plus forte que la pression à la surface de l'eau. C'est logique. Voilà. Si vous aviez un moins qui se trimbalait ici, et bien là, de suite, on peut constater qu'il y a un problème dans les histoires de signes. Bon, pas évident tout ça. Après, on demande de calculer là. Donc, la pression atmosphérique, on nous la donne. Masse volumique, on nous la donne. Attention, c'est de l'eau salée. Donc, on nous donne la valeur. Petit g, on nous donne la valeur. Et le Z1, on nous donne la valeur. Attention aux unités, tout en unité internationale. Hein, kg par mètre cube pour la masse volumique et pas kg par litre. Voilà. Et donc, à 10 898 mètres de profondeur, la pression dans l'eau vaut ça. Donc, ça fait à peu près 1000 fois plus grand que la pression atmosphérique. Donc, c'est énorme. Alors, on fait un raisonnement tout à fait analogue. On nous demande au fond de la fosse des Mariannes, puisqu'à 10 898 mètres, on n'était pas tout à fait au fond de la fosse des Mariannes, qui est à 11 033 mètres. On fait le même raisonnement, sauf que là, ben le Z2, on appelle un Z2 qui ne vaut pas plus 10 898, mais plus 11 033, on fait le même calcul. Bon, et ça donne un résultat qui n'est pas très éloigné de la valeur précédente. Et la dernière question, c'était est-ce que le sous-marin pouvait aller tout au fond de la fosse des Mariannes en nous disant qu'il peut supporter des pressions jusqu'à 1,59 fois 10 puissance 8, et nous on a trouvé pour PE une valeur inférieure, donc voilà, inférieure à la pression max, donc il supportera cette pression. Voilà. Alors toujours dans la même idée là, 27, donc sur la loi fondamentale statique des fluides. Alors ça peut être déterminé à savoir jusqu'à quelle hauteur une pompe. Vous avez une cabine ondée là qui est en sous-sol là.
il y a de l'eau, elle est inondée. Donc une pompe qui aspire l'eau pour évacuer l'eau. Jusqu'à quelle hauteur la pompe elle peut fonctionner? Ça, on peut le calculer assez simplement. Alors, vous allez voir, il y a quand même des petites restrictions, mais on peut le calculer assez simplement avec la loi fondamentale de la statique des fluides. Donc une pompe vide cave est posée au sol. Voilà. Vous avez un tuyau ici qui remonte l'eau. Ok, vous avez le point A, le point B, le point A, il est au contact de l'air, le point B, il est au niveau de la surface de l'eau. La hauteur dans le tuyau ne peut pas dépasser une hauteur maximale repérée par la position A, c'est-à-dire que si H est supérieur à une certaine valeur, la pompe ne peut plus fonctionner, ne peut plus évacuer l'eau. Ce qu'on comprend assez intuitivement, ça peut s'expliquer grâce à la loi. Lorsque cette pompe fonctionne, la pression P à l'extrémité du tuyau, c'est-à-dire ici, 1,5 fois 10 puissance 5 pascal. Bon, on prendra cette valeur-là. On supposera que la loi de la statique des fluides est applicable dans tout l'exercice. Bon, on sait déjà que ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'en fait, comme le liquide il remonte ici, il n'est pas parfaitement au repos. Bon, on considère ça en première approximation. Alors, comment on applique indiquer la pression à l'extrémité supérieure A du tuyau lorsque H est égal à H max représenté sur le schéma? Alors attention, si on anticipe un peu et qu'on lit la question 2, c'est pas mal des fois d'anticiper un peu les questions d'après, de lire les questions d'après pour voir où on veut en venir. Alors en fait, c'est que dans la question 1, il ne nous demande pas d'appliquer la loi fondamentale de la statique des fluides puisqu'on l'applique dans la question 2. En fait, tout simplement, là, il fallait répondre que la pression en A, comme A est au contact de l'atmosphère, comme tout à l'heure, la pression en A, c'est la pression atmosphérique. Voilà. Bon, il ne fallait pas se lancer directement dans la loi fondamentale de la statique des fluides. C'est dans la deuxième question. Exprimer la pression en B en fonction de la hauteur H max. Donc, on considère qu'on est à la hauteur H max, là, entre A et B. Donc, on applique dans le fluide entre A et B la loi fondamentale de la statique des fluides. PB moins PA égale ρ fois G fois ZA moins ZB. Donc, ZA et ZB, c'est les coordonnées verticales avec l'axe OZ orienté vers le haut. Voilà. Les coordonnées verticales de position sont repérées sur un axe OZ orienté vers le haut et dont l'origine est à la surface de l'eau. Donc, c'est dit clairement. Alors, qu'est-ce qu'on applique? La loi fondamentale, c'est qui est donné. Voilà. Moi, je l'avais expliqué différemment. Je vous avais dit, on peut aussi la retenir que P plus ρ dans un fluide, dans un même fluide, P, la pression n'est pas constante. Par contre, si vous faites la pression plus la masse volumique fois G fois la coordonnée Z, c'est constant dans le fluide. Donc, entre A et B, c'est constant. Attention, qu'est-ce qui est constant? P plus ρ fois G fois Z. Donc, en A, PA plus ρ fois G fois ZA est égal à PB plus ρ fois G fois ZB. Alors ici, ZB vaut 0 dans cette situation-là. ZA, il vaut H plus H max plus. Toujours se poser la question ZA, ZB, est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs? ZB, il est nul. D'accord? ZA, il vaut plus, il est au-dessus de l'origine, donc plus ici, contrairement à l'exercice précédent. PA, c'est la pression atmosphérique. ZA, c'est H max. ZB vaut 0, donc tout ce terme est nul. Voilà, donc on obtient la relation qui était demandée ici, en fonction des données de l'exercice. PA, il faut le transformer en PA atmosphérique. Alors, qu'est-ce qu'on demandait en fait dans la question d'après? On demandait d'exprimer, calculer la hauteur Hmax. Donc, d'après la relation précédente, il faut l'isoler. Donc on l'isole, on fait passer ρ fois G de l'autre côté, tout en unité internationale, kg par mètre cube, pour la masse volumique. Voilà, je fais le petit calcul. PB nous était donné, la pression atmosphérique aussi. Voilà, 5 mètres. Hauteur maximale que cette pompe peut aspirer jusqu'à 5 mètres de profondeur et peut évacuer de l'eau. Alors on nous annonce, dans la notice, on nous annonce 4,5 mètres. Voilà. Alors, évidemment, on a fait une hypothèse, on considérait que le fluide était au repos, ce qui n'est pas le cas. En fait, le long du tuyau, il est en mouvement. Et notamment, on peut l'expliquer parce qu'il y a des frottements entre l'eau et les parois du tuyau, le tuyau vertical. Là. Et comme il y a des frottements, ce qu'on a calculé précédemment, on a surestimé la hauteur maximale d'évacuation.
pas si vous voyez, comme il y a des frottements, du coup, la valeur réelle de la hauteur maximale, elle n'est pas de 5 mètres, elle est un petit peu en dessous. Voilà, nous annonce la notice 4,5 mètres. Donc, c'est cohérent. On a une valeur, attention, la valeur qu'on trouve 5 mètres est quand même relativement proche de la valeur réelle. Donc, par un raisonnement finalement assez simple, c'est quand même assez simple, on arrive à trouver une hauteur maximale qui est quand même proche de la réalité. Donc, c'est pas mal quand même. Bon, même si... Alors, pourquoi? Parce que la loi fondamentale de la statique des fils n'est pas tout à fait dans les lois d'utilisation de cette loi-là. Voilà. Le fluide, là, en fait, il n'est pas parfaitement au repos. Il est un petit peu en mouvement. Voilà, donc, alors évidemment, il y a une autre formule pour considérer la vitesse du fluide. Ce n'est pas du tout au programme de première. Si vous faites des études un peu plus poussées en physique, vous verrez ça. Alors, je continue. Alors, la 28, il est difficile. Il est très difficile. Voilà, et les deux derniers, là, sont difficiles. 28 et 34, ceux que j'ai corrigés en tout cas. Donc, je vais me le garder pour une vidéo, troisième vidéo sur la correction des exercices sur les fluides. Voilà, donc là, j'arrête là.